Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. Grottes, fonds marins, zones inaccessibles, il existe encore des terres que les humains n'ont jamais foulées. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui les explorent. Et ça commence tout de suite sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui, cap sur l'île Maurice, à la rencontre de Prashant Mohesh, chef d'expédition de missions scientifiques en pleine mer et réalisateur de documentaires environnementaux. Prashant documente depuis 2021 les écosystèmes marins, des lagons côtiers jusqu'aux eaux profondes. Grâce à son métier, l'explorateur a pu visiter des endroits que personne ne connaît, ce qui lui permet de mettre en lumière la richesse, mais aussi la fragilité de ces milieux. Dans ce contexte, je lui ai demandé ce que ces missions en eau profonde lui permettent d'observer sur la biodiversité marine mauricienne. On l'écoute. Bonjour Prashant. Bonjour Jaina. Vous êtes aujourd'hui explorateur pour National Geographic. Comment est née votre connexion avec l'océan ? J'ai grandi sur une petite île de l'océan Indien, l'île Maurice. Donc derrière ma maison, il y a une montagne qui s'appelle le Pouce. Tu vois la côte magnifique avec toutes les couleurs bleues. Et quand tu vois cette couleur bleue, j'avais tout le temps une curiosité pour pourquoi je ne vais pas aller découvrir ce qu'il y a dans l'océan. J'étais tout le temps passionné avec les documentaires de National Geographic. À l'âge de 16 ans, avec ma curiosité, j'ai décidé d'aller explorer l'océan. Donc j'ai sorti de ma zone de confort et puis ça m'a ouvert une amour pour l'océan. C'est la première fois en 2016 où j'ai vu les corails et puis les poissons. Et maintenant, je travaille dans l'océan pour illuminer et protéger cet magnifique écosystème. Comment est-ce qu'on devient explorateur ? C'est d'avoir la curiosité. Même, je ne savais pas nager. Et je regardais les vidéos sur YouTube et puis j'ai pratiqué la natation. Et puis, ça m'a poussé à aller de l'avant pour nager, explorer. Ça m'a poussé à développer toutes mes compétences. Et puis, avec National Geographic, tout ça, ça m'a aidé vraiment pour devenir un explorateur. Vous avez dirigé la première expédition en eau profonde à Maurice. Qu'est-ce que vous y voyez ? En 2024, cette expédition avait le but d'explorer les fonds marins pour juste connaître qu'est-ce qu'il y a dans les eaux profondes de l'île Maurice. Et on a fait pas mal de découvertes extraordinaires. Il y en avait beaucoup de requins. On a exploré environ 300 mètres à 1500 mètres de le fond marin. C'est juste un bon signe de voir les requins dans le fond. Et puis, c'est juste un écosystème. C'est comme si la planète Mars et tu explores les fonds de l'océan. Tu ne sais pas ce que tu vas voir et c'est juste une territoire inconnue. Il y en a des magiques, des mystères et puis c'est juste un autre univers. Vous allez aussi dans les contrées les plus reculées où parfois aucun humain n'habite. Pouvez-vous nous raconter rapidement ce que ça fait et comment c'est une portion de mer épargnée par les hommes ? Pour moi, c'est majestique et pour moi, c'est une référence pour la planète parce que on est connecté avec les écrans, on consomme beaucoup de nos jours, mais ça, c'est une référence comme la planète était 300 ans en arrière. Et pour moi, c'est vraiment unique. Comment est-ce qu'on se prépare à de telles expéditions ? À quoi ressemble en fait votre quotidien d'explorateur ? Des expéditions comme cela peuvent prendre environ 1 an ou minimum 7 mois pour préparer une expédition. Il y a toute préparation pour une expédition, une grande expédition, pour quand même une expédition de 2 semaines, 3 semaines. Donc on prépare tout, même au pire scénario. Si on empêche quelqu'un, qu'on fait l'exploration, tout ça, quand tu es sur une île isolée, surtout où tu n'as pas de Wi-Fi, communication, c'est satellite, VHF, tout ça. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et puis, on a une équipe aussi qui est sur Terre pour traiter les blessures. Donc, on a une équipe très, très, très interdisciplinaire et puis très préparée à tous les scénarios aussi.
Lorsque vous comparez vos premières plongées à celles d'aujourd'hui, constatez-vous des changements significatifs dans les écosystèmes marins mauriciens? Oui, depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, les coraux sont changés drastiquement. On a perdu pas mal de cet écosystème, de cette espèce, et ça a vraiment changé. Et puis, il y a aussi les poissons. Malheureusement, avec la pêche illégale, ça a diminué. Même les pêcheurs locaux, c'est vraiment difficile pour eux pour avoir une vie. Le monde change vraiment vite. Et puis, le changement climatique, la pêche illégale, tout ça, c'est une catastrophe pour l'océan. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, direction l'est du Gabon, dans la région de l'Arstourville. Sous la canopée dense de la forêt équatoriale, une équipe de chercheurs explore la grotte de Yumbidi, un site archéologique découvert en 2015. Outils de pierre, charbon et dents humaines témoignent d'une présence humaine vieille de plus de 12 000 ans, dans un environnement où les sols effacent habituellement toute trace du passé. Entre exploration scientifique et transmission des savoirs, des chercheurs tentent de reconstituer l'histoire d'une population fantôme au cœur de l'Afrique centrale. Écoutez ce reportage de Christina Obamé, Victor Amam et Laure Van Rumbeck, avec la voix de Juliette Chapalin. Sous la forêt équatoriale, dans l'est du Gabon, une grotte livre peu à peu ses secrets. À Yumbidi, des archéologues fouillent la terre à la recherche des premières traces de vie humaine, dont certaines remonteraient à plus de 12 000 ans. Mais derrière ces vestiges, une énigme demeure, celle d'une population dont on retrouve les outils sans en connaître l'identité. Parmi les chercheurs, Drilman Fumbi est un archéologue gabonais qui participe à sa 6e mission d'exploration. Sur le site, il scrute le sol, pioche en main. Il y a beaucoup de résidus qui tombent du plafond. Là, avec toutes les recherches, toutes les fouilles qu'on fait, on découvre de plus en plus ce que les gens ont consommé, que ce soit sur le plan animal et végétal. Ce jour-là, une nouvelle pièce attire l'attention de l'équipe. Il y a une belle pièce là, avec une encoche. Un outil en pierre marqué de petites encoches. À ses côtés, Richard Ossisli, géoarchéologue de 75 ans. C'est lui qui a repéré cette grotte en 2015. On a les coches qui ont servi à racler probablement des ossements, peut-être des morceaux de bois, mais surtout les ossements qui ont dépecé le gibier. Depuis près de 10 ans, il revient chaque année à Yumbidi avec de jeunes chercheurs qu'il forme sur le terrain. Car ici, tout est à découvrir. Pour le moment, ces populations de chasseurs-cueilleurs, tailleurs de pierre nous laissent des artefacts, des pierres taillées, nous laissent des écofacts, des restes de nourriture. Mais on ne connaît rien de ces populations. On ne sait pas si ce sont des pygmées qui taillaient la pierre, pourquoi pas. On espère trouver un squelette, ne serait-ce qu'une mâchoire, ça suffirait. Même si on trouve un squelette entier, ce sera encore mieux, mais ça sera le gros cerise sur le gâteau. Si ces traces ont pu être conservées, c'est grâce à la grotte elle-même qui les protège en partie des pluies et de l'acidité des sols tropicaux, qui effacent habituellement toute mémoire. Dans la région de l'Astourville, une 50aine de grottes ou abris sous roches ont été recensées, mais seules quelques-unes d'entre elles sont aujourd'hui étudiées. À Yumbidi, chaque couche raconte une histoire. Plus on creuse, plus on remonte le temps. La grotte de Yumbidi, c'est une grotte très intéressante. Cette stratigraphie, elle va jusqu'à 10-12 000 ans. Et en dessous, on a également la présence humaine qui est datée de 25 000 ans. Pour Geoffroy de Saulieu, archéologue français, ces indices permettent peu à peu de relier le passé au présent. Les dernières couches sont marquées par la présence d'une culture matérielle qui est caractéristique des villageois agriculteurs. On a un peu de céramique, on a une pointe de fer. Tout ça, on sait que ce sont les ancêtres au sens large des habitants actuels. Les analyses ADN n'ont pas encore permis d'en dire plus, mais elles n'ont pas entamé la détermination des chercheurs, car à Yumbidi, le travail ne fait que commencer. Les fouilles pourraient se poursuivre pendant plusieurs années, avec un objectif, combler les silences de l'histoire et peut-être un jour, mettre un visage sur ces premiers habitants de la forêt équatoriale. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous vous invitons à nous présenter une idée ou une solution en moins d'1 minute. Cap sur la République du Congo, un territoire à la biodiversité parmi les plus riches au monde, mais encore peu valorisé. Pour changer cette perception, Christian Mpea Wanda, le fondateur de La Wanda Tours, a eu une idée. On l'écoute.
Notre agence de tourisme est née d'un constat simple. Le Congo est une destination extraordinaire, mais encore difficile d'accès et peu valorisée. Notre réponse a été de créer des expériences touristiques authentiques, structurées et accessibles, aussi bien pour les voyageurs internationaux que pour les locaux. Nous concevons des circuits immersifs qui vont au-delà de la simple visite. Rencontres culturelles, exploration de sites naturels emblématiques comme la chute Loufouakari ou encore des expériences uniques sur le fleuve Congo. Notre objectif est clair, changer la perception du Congo et en faire une destination incontournable en Afrique centrale. Aujourd'hui, la Wanda Tours, c'est une passerelle entre un territoire encore méconnu et ceux qui veulent le découvrir autrement. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, faut-il laisser certains espaces naturels loin de toute présence humaine ou au contraire poursuivre leur exploration ? J'ai posé la question à Abbas, responsable commercial vivant à Lomé, au Togo. L'exploration des endroits cachés est possible, mais parfois périlleuse. Il y a des endroits où on ne doit pas s'y rendre de par leur côté mystique, avec des chaussures, avec des lampes torches. Il y a le côté juridique aussi, où il y a des endroits qui sont protégés par la législation ou d'autres même par des conventions étatiques pour la protection environnementale. Mais il faut noter que sans l'exploration, on ne peut pas découvrir certains sites de par leur beauté naturelle ou historique. Explorer, oui, mais à quelles conditions ? Notre interlocuteur rappelle ici que l'exploration, parfois risquée, reste encadrée par des enjeux culturels, juridiques et environnementaux. Un équilibre délicat que nous aborderons sans doute dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce 17e épisode de Planète Mongabé. Merci de votre fidélité. J'ai écrit et monté ce podcast en collaboration avec les journalistes et pigistes de la rédaction de Mongabé Afrique, sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!